Tu n'es qu'une vieille baby-sitter qui ne sait pas quand s'arrêter. Ces 10 mots viennent de coûter à ma famille près de 3 millions d'euros. Et la femme qui les a prononcés n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Pas encore. Je vais vous raconter exactement comment un dîner à Lyon s'est transformé en la vengeance la plus chère de l'histoire de ma famille. Chaque détail, chaque larme, chaque seconde d'humiliation qui m'a mené à faire quelque chose que personne n'attendait. Parce que quand on a 68 ans et un patrimoine qui ferait baver d'envie n'importe quel jeune, il y a des choses qu'on n'a tout simplement plus besoin de supporter. Et supporter le manque de respect de sa propre famille? Ce n'est plus à mon menu. La pluie battait contre les fenêtres de mon appartement au cœur de Lyon quand tout a commencé. Novembre a toujours été mon mois préféré, les feuilles dorées dansant dans le vent froid, l'odeur des marrons grillés montant des rues, les premières lumières de Noël commençant à apparaître dans les vitrines. Mon appartement de 200 mètres carrés dans le 6e arrondissement était parfait pour recevoir ce qui serait le dernier dîner de ma vie en tant qu'idiote. Oui, idiote. Parce que pendant 6 ans, je me suis comportée comme une parfaite idiote amoureuse de la famille parfaite que je croyais avoir. J'avais passé la journée entière à préparer du coq au vin, la recette que j'avais apprise de ma belle-mère il y a 40 ans, perfectionnée au fil des décennies. L'appartement sentait le romarin, le vin rouge et ce type d'amour qu'on met dans la nourriture quand on veut faire plaisir à des gens qui, enfin, vous allez comprendre bientôt. Les bougies étaient allumées sur la table en acajou que j'avais héritée de ma mère. La porcelaine de Limoges, celle que je n'utilise que pour les occasions spéciales, brillait sous la lumière dorée. Tout était parfait pour recevoir mon fils Antoine et ma belle-fille Sylvie. Comme ça l'était toujours. Comme ça l'avait toujours été pendant 6 années de leur mariage. J'étais la belle-mère de rêve. La grand-mère parfaite. La femme qui disait toujours oui, qui aidait toujours, qui était toujours disponible. La veuve de 68 ans avec plus d'argent que de bon sens quand il s'agissait de famille. Jusqu'à jeudi dernier. Antoine est arrivé en premier, seul, secouant son parapluie à la porte. Mon fils de 34 ans était encore l'homme le plus beau que je connaissais, grand, brun, avec ses yeux verts qu'il avait hérités de son père. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent sur son visage. Une tension que je n'arrivais pas à identifier. Maman, il m'a embrassé sur les joues, mais le geste semblait mécanique. Sylvie est en retard. Réunion au bureau. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Le dîner peut attendre. J'ai ouvert une bouteille de Côte-du-Rhône pendant qu'il s'installait dans le salon. Antoine semblait nerveux, consultant sans cesse son téléphone, jetant des coups d'œil vers la fenêtre. Ce n'était pas son comportement habituel. Tout va bien au travail, j'ai demandé en lui servant un verre. Oui, oui. Juste, tu sais comment c'est. Les projets, les clients, les délais. Mais son ton manquait de conviction. Il y avait quelque chose qu'il ne me disait pas, quelque chose qui le préoccupait. J'ai pensé que peut-être Sylvie et lui traversaient une période difficile. Cela expliquerait son comportement étrange. Sylvie est arrivée 40 minutes plus tard, avec une expression qui aurait pu faire tourner le lait. Avocate en droit du travail, toujours stressée, toujours pressée, toujours traitant notre famille comme un élément de son agenda. Mais j'avalais tout, parce que j'étais vraiment stupide. Désolée pour le retard, elle a dit, sans même me regarder dans les yeux en jetant son sac Louis Vuitton sur le canapé. Client impossible. Elle était habillée de façon impeccable, comme toujours. Tailleur noir, talons hauts, cheveux parfaitement coiffés. Mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude ce soir-là. Une froideur qui dépassait son comportement habituel. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie », j'ai dit en essayant d'être gentille. « Ce client te donne du fil à retordre ? » « Tu n'as pas idée », elle a répondu sèchement, sortant son téléphone pour vérifier ses messages. Nous nous sommes installés à table. J'avais allumé trop de bougies, choisi le vin parfait, préparé son dessert préféré. Parce qu'idiote est un surnom qui me va bien. Les 20 premières minutes se sont déroulées comme d'habitude, Antoine parlant de son cabinet d'architecture, moi posant des questions sur les projets,
Sylvie manipulant son téléphone. Le coq au vin était parfait, le Bordeaux de 2015 que j'avais gardé pendant des années était à la température idéale. Tout était normal. Tout comme ça l'avait toujours été. Jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. Sylvie, ma chérie, je pensais emmener les jumeaux au parc de la Tête d'Or samedi. Cela fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble, et... Elle a arrêté de manipuler son téléphone. Pour la première fois de la soirée, elle m'a regardé directement dans les yeux. Et ce que j'ai vu là aurait dû me préparer à ce qui allait venir. Brigitte. Sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Froid. Tranchant. Nous devons parler. Antoine a arrêté de mâcher. Le silence dans la pièce est devenu lourd comme du plomb. De quoi, ma chérie, j'ai demandé, essayant encore de maintenir le sourire. D'arrêter de t'immiscer dans l'éducation de mes enfants. Le mot « mais » a été prononcé comme une gifle en plein visage. Je ne m'immisce pas. Je suis leur grand-mère. Tu es la grand-mère. Seulement ça. Tu n'es pas la seconde mère, tu n'es pas la remplaçante, tu n'es pas celle qui prend les décisions sur leur vie. Chaque mot était comme un coup de pierre dans ma poitrine. Sylvie, Antoine a tenté d'intervenir, mais elle l'a coupé d'un regard assassin. Non, Antoine. Ta mère doit entendre ça. Elle s'est tournée vers moi à nouveau. Tu continues à proposer des sorties, acheter des cadeaux chers, promettre des choses sans nous consulter. Tu agis comme si tu étais la patronne de la situation juste parce que tu as de l'argent. Voilà. Elle avait touché le sujet. L'argent. Je veux juste aider. Aider, elle a ri, un rire amer qui a résonné dans la pièce. Tu veux contrôler. Tu veux que tout le monde dépende de toi. Tu veux te sentir importante. Les larmes ont commencé à brûler mes yeux, mais la colère grandissait plus vite. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Alors arrête. Arrête de tout payer, arrête de te proposer comme babysitter, arrête d'interférer. Parce que la vérité, Brigitte, c'est que tu n'es qu'une vieille babysitter qui ne sait pas quand s'arrêter. Le monde s'est arrêté. Vieille babysitter. Le silence qui a suivi n'a été brisé que par le bruit de la pluie contre les fenêtres et ma respiration lourde. Antoine regardait son assiette, incapable de me regarder en face. Antoine, j'ai chuchoté, espérant que mon fils me défende. Il a continué à regarder son assiette. Antoine, j'ai répété, plus fort. Maman, peut-être qu'elle a raison sur certains points. Et c'est là que mon cœur ne s'est pas seulement brisé. Il s'est fracassé en 1000 morceaux. Je me suis levé de table lentement, mes jambes tremblant. Sylvie me regardait avec une satisfaction mal dissimulée. Antoine continuait à éviter mon regard. « Excusez-moi », j'ai murmuré. Je suis allé directement dans ma chambre, où je garde les documents les plus importants de ma vie dans un tiroir dont je suis la seule à connaître la combinaison. Mes mains tremblaient quand j'ai pris le testament mis à jour il y a seulement 3 mois. Le document qui garantissait qu'Antoine hériterait de mes 3 appartements à Lyon, de la maison de campagne en Provence, des investissements, des bijoux de famille Rousseau, de tout. 2,8 millions d'euros qui allaient sortir de leur vie plus vite qu'il n'avait fallu pour m'humilier. J'ai mis le testament dans mon sac à main en cuir noir et je suis retourné au salon. Ils chuchotaient, ils se sont arrêtés quand ils m'ont vu. Brigitte, Sylvie a essayé de parler, écoute, j'étais nerveuse. Non. Ma voix est sortie plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Tu as dit exactement ce que tu pensais. J'ai pris mon manteau et mon sac. La pluie avait diminué, mais je m'en fichais même si c'était un déluge. Où vas-tu? Antoine a demandé, me regardant finalement. Résoudre une question urgente que j'aurais dû résoudre il y a longtemps. Je suis sorti de l'appartement sans regarder derrière moi, entendant Sylvie crier quelque chose qui ne m'intéressait plus d'écouter. J'ai marché dans les rues mouillées de Lyon avec une certitude grandissant dans ma poitrine, les vieilles babysités ne laissent pas d'héritage millionnaire à ceux qui les manquent de respect. Et j'étais sur le point de le prouver.
Vous n'allez pas croire ce que j'ai fait dans les 48 heures suivantes. Pendant qu'il pensait que j'étais chez moi en train de pleurer comme une vieille abandonnée, j'étais en train d'orchestrer le revirement le plus cher que cette famille ait jamais vu. Parce que quand on a 68 ans, 2,8 millions d'euros et plus rien à perdre, on découvre qu'on peut être beaucoup plus dangereuse que n'importe quel jeune arrogant ne l'imagine. Continuez à regarder, parce que ce qui s'est passé lundi matin a tout changé. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il était 5 heures du matin ce vendredi quand j'ai finalement arrêté de marcher dans les rues de Lyon. J'avais marché pendant 6 heures sous la bruine, mes chaussures en cuir trempé, mes cheveux grisonnants dégoulinants, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. La ville se réveillait. Les premiers cafés ouvraient, les lumières matinales s'allumaient aux fenêtres des appartements, l'odeur du pain frais venait des boulangeries. Lyon se réveillait pour une journée normale de plus. Mais pour moi, il n'y aurait plus de journée normale. Pas après avoir été appelée, vieille babysitter, dans ma propre maison par mon propre fils qui était resté silencieux comme un lâche. Je me suis assise sur un banc mouillé place Bellecour et j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Avec lui est sorti le testament. Le document qui garantissait qu'Antoine recevrait tout quand je mourrais. Tout ce que moi et mon défunt mari Jean-Philippe avions construit pendant 40 ans de travail acharné. J'ai regardé ce papier et une révélation m'a frappé comme un éclair. Je n'avais pas besoin de mourir pour changer ma vie. J'ai appelé mon avocat, Maître Durand, à 7 heures du matin. Brigitte? Il s'est passé quelque chose? Il est très tôt. Philippe, j'ai besoin de te voir aujourd'hui. C'est urgent. Bien sûr, mais tu vas bien? Ta voix est différente. Je vais mieux que je ne suis allé depuis des années. On peut se voir à 9 heures? Sans problème. Mon cabinet? Parfait. À 9 heures précises, j'étais dans le cabinet de Philippe Durand, rue de la République. Philippe Durand me connaissait depuis 15 ans, il avait géré toutes mes affaires légales depuis la mort de mon mari. Un homme élégant de 60 ans, toujours impeccable, toujours discret. Brigitte, tu es différente aujourd'hui, il m'a dit en m'offrant un café. Je le suis. Philippe, j'ai besoin de modifier mon testament. Complètement. Il a failli renverser sa tasse. Comment ça, complètement? J'ai tout raconté. Chaque mot venimeux que Sylvie avait dit, chaque seconde de silence lâche d'Antoine, chaque moment d'humiliation que j'avais avalé pendant des années. Mon Dieu, Brigitte. Tu es sûre de vouloir faire ça? Absolument. Je veux qu'Antoine ne reçoive que l'appartement où il habite, qui, ironiquement, j'ai acheté pour eux comme cadeau de mariage. Et le reste? Ce sont presque 2,8 millions d'euros. Une fondation. Pour les personnes âgées maltraitées par leurs propres enfants. Philippe m'a regardé par-dessus ses lunettes, étudiant mon visage à la recherche de signes d'instabilité mentale. Il n'en a trouvé aucun. Brigitte, c'est une décision très radicale à prendre si rapidement. Radicale, c'est ce que j'ai entendu hier soir. Ceci n'est que la conséquence. Nous avons passé 3 heures à réviser chaque détail. Chaque appartement, chaque investissement, chaque compte bancaire. Tout serait redirigé. La Fondation Jean-Philippe Rousseau pour personnes âgées abandonnées deviendrait l'une des plus grandes institutions caritatives de Lyon du jour au lendemain. Tu es sûr? Il m'a demandé une dernière fois avant que je signe. Philippe, pendant 6 ans j'ai été la belle-mère parfaite. J'ai payé la formation d'Antoine, acheté leur appartement, financé les vacances de la famille, gardé les petits-enfants chaque fois qu'ils en avaient besoin. Et tout ce que j'ai obtenu, c'est d'être appelée vieille babysitter. Je comprends. Non, tu ne comprends pas être appelée vieille babysitter par une femme que j'ai financée pendant des années, devant mon fils qui est resté silencieux, ce n'est pas quelque chose qu'on pardonne. J'ai signé chaque page avec la détermination de quelqu'un qui signait sa propre libération. Quand je suis sortie du cabinet, il était 2 heures de l'après-midi et le soleil était apparu entre les nuages. Lyon était belle, plus belle que je ne me souvenais l'avoir vue. Je me sentais plus légère, comme si j'avais enlevé un poids de 20 ans de mes épaules.
Je suis allé déjeuner au Le Bouchon, mon restaurant préféré dans le Vieux-Lyon. Marie, la propriétaire, me connaissait depuis des années. Madame Rousseau. Vous êtes rayonnante aujourd'hui. Merci, Marie. C'est que j'ai pris une décision très importante. Ah, les meilleures décisions nous font toujours paraître plus jeunes. Elle avait raison. Je me sentais plus jeune, plus vivante, plus moi que je ne m'étais sentie depuis la mort de mon mari. Au milieu de l'après-midi, mon téléphone a sonné. Antoine. Maman, à propos d'hier soir? Oui. Sylvie veut s'excuser. Elle était très stressée par un dossier difficile au travail. Je comprends. Tu peux venir dîner chez nous demain? Pour qu'on puisse parler? J'ai failli rire à haute voix. Il pensait qu'une excuse résoudrait 6 années de manque de respect culminant avec l'humiliation de jeudi. Bien sûr, mon chéri. Tant mieux. Sylvie va être soulagée. Je parie que oui. Samedi est arrivé ensoleillé. J'ai acheté des fleurs au marché, une bouteille de champagne Moët et Chandon, leur préféré, et même un cadeau pour chacun des jumeaux. Après tout, ce serait notre dernière réunion familiale en tant qu'héritier millionnaire. Je suis arrivé chez eux à 19h. L'appartement que j'avais acheté pour eux comme cadeau de mariage. 180 mètres carrés dans le 3e arrondissement, vue sur le Rhône, mobilier de première qualité. À l'époque, cela avait coûté 850 000 €. De l'argent que je ne reverrai jamais. Mais maintenant, peu importe. Grand-mère Brigitte, ont crié les deux, en courant vers moi pour m'embrasser. Mes trésors, j'ai répondu, les serrant contre moi en sachant que ce serait peut-être parmi les dernières étreintes sincères que je recevrais pendant longtemps. Sylvie était différente. Souriante, attentionnée, faisant clairement des efforts pour compenser la grossièreté de jeudi. Brigitte, comme c'est gentil d'être venue. J'ai préparé ton dessert préféré. Quelle attention! Antoine était également plus affectueux que d'habitude. Évidemment, ils avaient orchestré leur stratégie. Pendant le dîner, ils se relayaient en gentillesse. Sylvie a complimenté ma nouvelle coiffure, Antoine a parlé de la chance qu'il avait d'avoir une mère comme moi, les jumeaux m'ont montré leurs dessins de l'école. C'était presque touchant. Si ce n'était pas complètement faux. Brigitte, Sylvie a dit pendant le dessert, à propos de jeudi, j'étais très stressée. Tu sais comment c'est, le travail, les enfants, la maison, parfois on dit des choses horribles. Je comprends. Tu me pardonnes? J'ai regardé dans ses yeux. Les mêmes yeux qui m'avaient fixé avec mépris 3 jours plus tôt. Bien sûr. Quel soulagement. Antoine a soupiré. La famille, c'est sacré, n'est-ce pas maman? Sacré, j'ai répété. Après le dîner, pendant que Sylvie mettait les enfants au lit, Antoine et moi sommes restés seuls dans le salon. Maman, merci d'être si compréhensive. Sylvie t'aime vraiment, tu sais. J'en suis sûre. C'est juste que, enfin, elle s'inquiète parfois pour l'avenir. Tu comprends, avec l'économie instable, nos emplois, les enfants, elle se préoccupe de la sécurité financière. Ah. Maintenant j'entendais la vraie raison de tout ce théâtre. La sécurité financière est importante, en effet. Exactement. Et savoir que tu, enfin, que tu prendras soin de nous s'il arrive quelque chose, cela la rassure. Prendre soin d'eux. Comme une vieille baby-sitter s'occupe des enfants. Je comprends parfaitement. Quand j'ai pris congé ce soir-là, il rayonnait. Antoine m'a embrassé avec plus d'affection qu'il n'en avait montré depuis des mois. Sylvie m'a même prise dans ses bras. Merci beaucoup d'être si compréhensive, elle a chuchoté à mon oreille. De rien, ma chérie. Dimanche, je me suis réveillée tôt et je suis allée à l'église, comme je le faisais toujours. J'ai prié pour mes petits-enfants, qui étaient innocents dans toute cette histoire. J'ai prié pour mon défunt mari, qui serait fier de ma décision. Et j'ai prié pour avoir la force pour ce qui allait venir. Lundi est arrivé gris et froid. À 9h du matin,
J'ai appelé Antoine. Maman. Bonjour. Bonjour, mon chéri. On peut déjeuner aujourd'hui? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Bien sûr. Quel genre de nouvelle? Une bonne. Très bonne. Nous nous sommes retrouvés au Le Grand Café, au centre de Lyon. Antoine est arrivé animé, attendant visiblement de bonnes nouvelles financières. Alors, quelle est la nouvelle? J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti un dossier. J'ai modifié mon testament. Ses yeux ont brillé. Ah, c'est à ce sujet? Tu n'avais pas besoin. Non, j'en avais besoin. Surtout après jeudi. Maman, on a déjà parlé de ça. Oui, on a parlé. Et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui a été dit. J'ai ouvert le dossier et j'ai montré une copie du Nouveau Testament. Tu recevras encore un héritage, ne t'inquiète pas. Tant mieux, il a ri, soulagé. Tu garderas l'appartement où tu habites. Après tout, c'était mon cadeau de mariage pour vous. Et le reste? Le reste ira à une fondation caritative. La couleur a disparu de son visage. Comment ça, le reste? Les 2 autres appartements, la maison en Provence, les investissements, les bijoux de famille. Environ 2,6 millions d'euros. Tu plaisantes. Je suis complètement sérieuse. Antoine est resté silencieux pendant quelques secondes, assimilant l'information. Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est l'argent de la famille. C'est mon argent. Et je décide ce que j'en fais. Mais c'est à cause de jeudi? À cause d'une discussion stupide? Une discussion stupide? Antoine, ta femme m'a appelé vieille babysitter dans ma propre maison, et tu es resté silencieux. Je ne savais pas quoi faire. Si, tu savais. Tu savais exactement quoi faire. Défendre ta mère. Mais tu as choisi de ne pas le faire. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Maman, s'il te plaît. On peut en parler. Sylvie peut s'excuser encore. Je ne veux plus d'excuses. Je veux que vous viviez sans dépendre de la vieille babysitter. Tu es cruel. Cruel? Cruel, c'est ce que j'ai entendu jeudi. Ceci n'est que la conséquence. Je me suis levé de table, laissant la copie du testament avec lui. Les documents sont déjà enregistrés. C'est irréversible. Maman. Je suis sortie du restaurant sans me retourner, entendant les sanglots de mon fils résonner derrière moi. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie complètement libre. Une semaine s'est écoulée depuis le déjeuner avec Antoine. Une semaine de téléphone qui sonnait sans cesse, de messages désespérés, de tentatives pathétiques de renverser l'irréversible. J'avais changé mon numéro de téléphone. Mardi matin, je prenais mon petit déjeuner en paix quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par l'œilleton et j'ai vu Sylvie debout à la porte, avec une tête de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte. Brigitte, il faut que je te parle. Entre. Elle est entrée dans l'appartement comme un animal acculé, regardant autour d'elle comme si c'était la première fois qu'elle mettait les pieds ici. C'était peut-être la première fois qu'elle voyait vraiment l'endroit, toutes les autres fois, elle était trop occupée avec son téléphone pour faire attention. Du café, j'ai proposé. Non. Enfin, si. S'il te plaît. Nous nous sommes assises dans le salon. Sylvie était visiblement nerveuse, se tordant les mains, évitant de me regarder dans les yeux. Brigitte, à propos de jeudi dernier. Oui. J'étais complètement hors de moi. Le travail, le stress, des problèmes personnels, j'ai dit des choses horribles. Tu l'as fait. Je ne pense pas ça de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Intéressant. Une semaine plus tôt, quand elle pensait que j'étais une vieille riche et sans défense, elle avait dit exactement ce qu'elle pensait. Maintenant, sachant que 2,6 millions d'euros avaient évaporé à cause de sa bouche, ses opinions avaient magiquement changé. Sylvie,
Tu as dit que j'étais une vieille babysitter qui ne savait pas quand s'arrêter. Je me trompais. Tu as dit que j'interférais dans l'éducation de tes enfants. J'étais en colère. Tu as dit que je voulais seulement vous contrôler parce que j'ai de l'argent. Brigitte, Et le plus intéressant, c'est que tu avais raison. Elle s'est arrêtée de parler et m'a regardée, confuse. Comment ça? Je voulais vraiment seulement vous contrôler avec mon argent. Acheter de l'affection, acheter du respect, acheter une famille heureuse. Ce n'est pas vrai? Si, c'est vrai. Pendant des années, j'ai utilisé mon compte en banque comme substitut aux relations authentiques. Je payais tout pour vous parce que c'était plus facile que d'affronter le fait que vous ne m'aimiez pas vraiment. Sylvie est devenue pâle. Brigitte, ce n'est pas vrai. Nous t'aimons. Vous m'aimez? Alors pourquoi es-tu seulement ici après avoir appris pour le testament? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Pourquoi en 6 ans de mariage tu ne m'as jamais appelé juste pour demander comment j'allais? Silence. Pourquoi tu trouves toujours une excuse pour ne pas venir au dîner, mais tu n'as jamais raté un seul virement bancaire que j'ai fait pour vous? Tu peux arrêter, Sylvie. Nous savons toutes les deux la vérité. Elle a commencé à pleurer. Des larmes qui auraient pu être authentiques, si elles n'étaient pas calculées pour éveiller ma pitié. Brigitte, s'il te plaît. Pense aux enfants. Ah. La carte des enfants. Je savais qu'on en arriverait là. Qu'est-ce qu'ils ont, les enfants? Ils ont besoin de stabilité financière. D'un avenir sûr. Ils l'ont. Vous travaillez tous les deux, vous avez des professions respectables, un appartement payé. Que vous faut-il de plus? Mais l'éducation? Les universités? Les cours? Vous pouvez payer. Comme des millions de familles le font tous les jours. Ce n'est pas pareil. Bien sûr que non. C'est bien mieux. Les enfants apprendront la valeur de l'argent, apprendront que les conquêtes viennent par l'effort, pas par les héritages. Sylvie m'a regardé avec un mélange de désespoir et de colère. Tu fais ça par vengeance. Je fais ça par dignité. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. La vengeance serait de rendre vos vies misérables. La dignité, c'est simplement arrêter de financer vos vies confortables. Elle s'est levée, clairement frustrée par mon refus de me laisser manipuler. Antoine est détruit. Antoine apprend que les actions ont des conséquences. C'est ton fils. Et tu es ma belle-fille. Cela ne t'a pas empêché de m'humilier dans ma propre maison. Sylvie a marché jusqu'à la porte, vaincue. Brigitte, tu vas le regretter. Ce que je regrette, c'est d'avoir mis 6 ans à faire ça. Après son départ, je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai réfléchi à la conversation. Je n'ai ressenti aucun remords. En fait, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas expérimentée depuis des années. Jeudi, Antoine est apparu. Contrairement à Sylvie, il n'a pas essayé d'être subtil. Maman, tu es devenue complètement folle. Je peux entrer aussi? Entre. Il a pratiquement envahi mon appartement, marchant d'un côté à l'autre comme un animal en cage. Tu as détruit notre famille. Je l'ai détruite? Perspective intéressante. 2,6 millions d'euros, maman. 2,6 millions. Je sais combien c'est. Après tout, c'est mon argent. C'était ton argent. Ça devrait être notre argent. Et voilà. La vérité nue et crue. Pour Antoine, cet argent était déjà à lui. J'étais seulement la gardienne temporaire d'une fortune qui, dans sa tête, lui appartenait déjà. Pourquoi ça devrait être ton argent? Parce que je suis ton fils. Et qu'est-ce que ça te donne comme droit? Comment ça, qu'est-ce que ça me donne comme droit? Je suis ton fils unique. Ton seul héritier. Tu es mon fils. Cela m'a donné le plaisir de t'élever, t'éduquer, t'aimer. Cela ne t'a pas donné un droit automatique à mon patrimoine.
Toutes les familles font comme ça. Toutes les familles respectent aussi leurs parents. Antoine s'est arrêté de marcher et m'a fixé. Maman, une discussion ne peut pas coûter 2,6 millions d'euros. Ce n'était pas une discussion. C'était des années de manque de respect culminant dans une humiliation publique. Tu exagères. J'exagère? Combien de fois tu m'as défendu quand Sylvie était grossière avec moi? Elle n'a jamais été. Combien de fois, Antoine? Il est resté silencieux. Combien de fois tu m'as appelé juste pour discuter, sans que ce soit pour demander de l'argent ou une babysitter? Silence. Combien de fois tu m'as invité à quelque chose qui n'impliquait pas que je paie l'addition? Plus de silence. Combien de fois tu as dit merci pour tout ce que j'ai fait pour vous? Antoine s'est assis sur le canapé, vaincu. Maman, nous. Vous m'avez utilisé. Pendant des années. Et j'ai laissé faire, parce que j'étais désespérée d'avoir une famille. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Alors explique-moi pourquoi vous ne me cherchez que quand vous avez besoin de quelque chose. Il n'a pas pu répondre. Explique-moi pourquoi tu es resté silencieux quand ta femme m'a humilié. Je ne savais pas quoi faire. Bien sûr que tu savais. Tu as choisi de protéger ta femme au lieu de protéger ta mère. Je ne voulais pas choisir de camp. Mais tu as choisi. Et tu as mal choisi. Antoine a commencé à pleurer. Des larmes de colère, de frustration et surtout, de cupidité frustrée. Maman, s'il te plaît. On peut résoudre ça. Sylvie peut s'excuser formellement, nous pouvons. Non. Pourquoi? Parce que maintenant je sais qui vous êtes vraiment. Et je préfère être seule que entourée de gens qui ne m'aiment que pour mon argent. Il est resté encore 1 heure à essayer de me convaincre, alternant entre supplications, menaces et chantage émotionnel. Rien n'a fonctionné. Quand il est finalement parti, je savais que je ne le verrais plus pendant longtemps. Et pour la première fois en 6 ans, cela ne m'a pas rendu triste. Vendredi, j'ai reçu un appel de mon avocat. Brigitte, ton fils essaie de contester le testament. C'était prévisible. Il a engagé un avocat spécialisé en succession. Il va alléguer que tu étais sous stress émotionnel quand tu as pris la décision. J'ai ri fort. Philippe, arrange une évaluation psychologique pour moi. Aujourd'hui même. Je l'ai déjà fait. J'ai pensé que ce serait nécessaire. Cet homme me connaissait trop bien. Et les résultats? Tu es parfaitement lucide, mentalement stable et en pleine capacité de prendre des décisions. Le rapport va rendre toute contestation pratiquement impossible. Parfait. Brigitte, je peux te poser une question? Bien sûr. Tu regrettes? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement, voyant Lyon se réveiller pour un jour de plus. Les gens allant au travail, les enfants courant vers l'école, la vie suivant son cours normal. Ce que je regrette, c'est d'avoir mis tant de temps à le faire. 3 mois se sont écoulés depuis cette nuit mémorable. 3 mois depuis que j'ai vu pour la première fois le vrai caractère des gens que j'aimais inconditionnellement. J'écris ceci de la terrasse de ma nouvelle maison en Provence, une petite propriété que j'ai achetée avec une partie de l'argent que j'avais réservé pour les urgences. Le soleil du matin réchauffe mon visage pendant que je bois mon café et observe les vignes au loin. Je ne me suis jamais senti aussi en paix. Après la révélation sur le testament, les choses sont devenues intéressantes. Antoine a essayé de m'appeler tous les jours pendant 2 semaines. Sylvie est apparue à ma porte 3 fois, tantôt pleurant, tantôt criant, tantôt essayant d'être sympathique. Ils sont même venus avec les enfants, espérant que je changerais d'avis en les voyant. « Grand-mère, pourquoi tu ne viens plus nous voir ?» a demandé Emma, avec ses grands yeux innocents. Mon cœur s'est brisé, mais j'ai maintenu ma fermeté. Parce que parfois les adultes doivent apprendre des leçons importantes, mon amour. Quelles leçons? Que les gens ne sont pas des objets. Que l'amour ne s'achète pas. Que le respect se gagne. Lucas, toujours plus observateur, a demandé « Tu es fâché contre papa et maman ?»
Je ne suis pas fâché, mon chéri. Je suis triste. Mais parfois la tristesse nous apprend à être plus fortes. C'était la conversation la plus difficile de ma vie. Antoine a même essayé de contester le testament légalement, mais Maître Durand avait fait un travail impeccable. Tous les documents étaient en ordre, j'étais en plein jugement, y compris avec une évaluation psychologique que j'avais demandée, et la décision était irréversible. « Maman, s'il te plaît », il m'a imploré lors d'une des dernières fois que nous avons parlé. « Tu détruis notre famille. » « Non, Antoine. Je montre ce qu'était vraiment notre famille. C'est vous qui l'avez détruite quand vous avez décidé que j'étais dispensable. Nous n'avons jamais dit ça. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Les actes parlent plus fort que les mots. Et le silence aussi parle. Après un mois de tentatives frustrées, ils ont abandonné. Antoine a arrêté d'appeler. Sylvie a arrêté d'apparaître. Les enfants ont arrêté de demander quand grand-mère reviendrait. J'étais officiellement libre. La Fondation Jean-Philippe Rousseau pour personnes âgées abandonnées a ouvert ses portes 2 mois après la signature des documents. En une semaine, nous avions reçu 200 demandes d'aide. 200 histoires comme la mienne, de gens qui avaient donné leur vie à leur famille pour être jetés quand ils sont devenus inconvénients. Marie, 72 ans, avait été expulsée de chez elle par son fils qui voulait vendre l'appartement pour payer ses propres dettes. Maintenant elle a un endroit où vivre et la dignité pour vivre. Robert, 69 ans, avait découvert que sa fille avait volé ses économies. Maintenant il a une assistance juridique pour récupérer ce qui est à lui. Claudette, 74 ans, était obligée de s'occuper de ses petits-enfants 12 heures par jour pendant que ses enfants faisaient leur vie. Maintenant elle a sa propre maison et choisit quand elle veut voir la famille. Chacun d'eux me remercie, mais c'est moi qui devrais les remercier. Ils m'ont montré que je ne suis pas seule, que ma situation n'était pas unique, que le manque de respect envers les personnes âgées est une épidémie silencieuse dans notre société. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre. Pas d'Antoine ou de Sylvie, mais d'Emma, ma petite fille de 7 ans. Une lettre écrite avec l'écriture tordue d'enfant, pleine de fautes d'orthographe et de dessins colorés. Chère grand-mère Brigitte, tu me manques. Papa a dit que tu es fâchée contre nous, mais je n'ai rien fait de mal. Tu peux me pardonner quand même? Lucas aussi a de la peine pour toi. Nous t'aimons. Emma. J'ai pleuré pendant 1 heure. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à Lyon et je suis allée à l'école des enfants à l'heure de la sortie. J'ai vu Emma et Lucas sortir main dans la main, cherchant Sylvie dans la foule de parents. Grand-mère Brigitte. Emma m'a vue en premier et a couru vers moi pour m'embrasser. Ma princesse, je l'ai prise dans mes bras, respirant cette petite odeur de shampoing pour enfant qui me rappelait quand Antoine était petit. Tu es revenu. Lucas est arrivé juste après, se collant à ma jambe. Je ne suis jamais partie, mes amours. J'étais juste, en voyage. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Comment expliquer à des enfants de 7 ans que leurs parents m'avaient interdite d'avoir des contacts? Comment dire qu'ils étaient utilisés comme monnaie d'échange dans une guerre qu'ils n'avaient pas commencée? Parfois les adultes deviennent confus et font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Comme maman et papa? Trop intelligente pour son âge. Oui, comme maman et papa. À ce moment-là, j'ai vu Sylvie s'approcher. Son visage est passé par plusieurs expressions en quelques secondes, surprise, colère, peur, calcul. Les enfants, on y va. Mais grand-mère vient d'arriver, a protesté Emma. On y va. Maintenant. Sylvie, j'ai dit calmement, ce sont mes petites filles. J'ai le droit de les voir. Tu as renoncé à ce droit quand tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Je n'ai pas choisi l'argent plutôt que la famille. J'ai choisi la dignité plutôt que l'humiliation. C'est la même chose. Pour toi, peut-être. Elle a pris les enfants par la main, les tirant loin de moi. Au revoir, grand-mère, ont crié les deux, en faisant des signes pendant qu'elles étaient traînées. Au revoir, mes amours. Grand-mère vous aime. C'était la dernière fois que je les ai vus.
2 semaines plus tard, Antoine est apparu dans ma maison en Provence. Je ne sais pas comment il a découvert ma nouvelle adresse, mais il était là, debout à ma porte avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Maman. Antoine. Je peux entrer? Bien sûr. Il est entré dans la maison, regardant autour de lui avec curiosité. C'était la première fois qu'il me rendait visite quelque part de sa propre initiative eh bien, jamais. C'est beau ici. Merci. Nous nous sommes assis sur la terrasse, sous le soleil de l'après-midi. Le paysage était éblouissant, des collines couvertes de vignobles s'étendant à perte de vue. Maman, je suis venu m'excuser. Intéressant. 6 mois après avoir perdu 2,6 millions d'euros, il avait découvert comment demander pardon. Pourquoi? Pour tout. Pour ne pas t'avoir défendu, pour avoir laissé Sylvie te maltraiter, pour t'avoir utilisé, pour avoir été un fils terrible. Tu n'es pas un fils terrible, Antoine. Tu es un fils qui s'est perdu en chemin. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Les fils terribles ne viennent pas s'excuser. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, écoutant le vent dans les arbres et le chant des oiseaux. Tu me manques, a-t-il dit finalement. Tu me manques aussi. Alors pourquoi on ne peut pas résoudre ça? Parce que résoudre signifie revenir à ce que c'était avant. Et je ne veux pas redevenir la vieille riche que vous utilisiez quand ça vous convenait. Et si ce n'était pas comme ça? Et si c'était différent? Comment ce serait différent? Je ne sais pas. Mais je veux essayer. Antoine, tu veux essayer parce que tu as perdu 2,6 millions d'euros ou parce que tu ressens vraiment mon manque? Il est resté silencieux pendant longtemps. Je ne connais pas la différence. Au moins il était honnête. Quand tu connaîtras la différence, viens me voir à nouveau. Il s'est levé pour partir, mais s'est arrêté à la porte. Maman, les enfants ont de la peine pour toi aussi. Je sais. Mais elles comprendront quand elles grandiront. Tu en es sûre? Je suis sûre que je préfère qu'elles se souviennent de moi comme la grand-mère qui se respectait plutôt que comme la grand-mère qui acceptait n'importe quoi par peur de rester seule. Après son départ, je me suis assise à nouveau sur la terrasse et j'ai ouvert l'ordinateur portable. J'avais des emails de la fondation à répondre, de nouveaux cas à analyser, des vies à aider à reconstruire. À 68 ans, j'ai découvert que la vie peut recommencer autant de fois que nécessaire. J'ai découvert que solitude et isolement sont des choses complètement différentes. J'ai découvert que la dignité vaut plus que n'importe quel héritage. Et surtout, j'ai découvert que quand on arrête d'essayer d'acheter l'amour, on trouve des gens qui vous aiment gratuitement. La fondation m'a apporté de nouveaux amis, des gens qui ont compris mon histoire parce qu'ils ont vécu des histoires similaires. Des gens qui me valorisent pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Hier, Marie m'a appelé pour raconter que son fils avait finalement demandé pardon et essayait de reconstruire la relation. Mais cette fois, il sait qu'elle n'a pas besoin de lui, elle le veut près d'elle. C'est une différence subtile, mais qui change tout. Quant à moi, je suis Brigitte Rousseau, j'ai 68 ans, 200 000 euros en banque, suffisant pour vivre confortablement jusqu'à 100 ans, et une paix d'esprit qu'aucun argent au monde ne pourrait acheter. J'ai perdu une famille qui ne m'a jamais respectée, mais j'ai gagné une vie qui m'appartient enfin. Et si vous pensez que c'était une décision radicale, laissez-moi vous dire quelque chose, la seule décision radicale aurait été de continuer à accepter d'être traitée comme une vieille babysitter juste pour garder autour de moi des gens qui ne m'aimaient pas vraiment. Parce qu'au final, quand on a 68 ans et qu'on a vécu tout ce que la vie peut offrir, on apprend une leçon fondamentale, mieux vaut être seule et heureuse qu'accompagnée et humiliée. Et si mes petites filles veulent un jour connaître la vraie histoire de la grand-mère qui a préféré la dignité à la convenance, elles sauront où me trouver. Je serai ici, en Provence, vivant la vie que j'ai choisie pour moi-même. La vie que j'ai toujours méritée, mais qui m'a pris 68 ans pour avoir le courage de conquérir. Parfois, les meilleures vengeances sont simplement d'arrêter d'être victime. Vous savez,
Quand j'ai fini de raconter cette histoire, je suis resté ici à regarder par la fenêtre de mes vignes en Provence, et une question ne quitte pas mon esprit: combien de Brigitte existent en ce moment précis? Combien d'entre vous sont là, de l'autre côté de l'écran, en train de reconnaître des morceaux de leur propre vie dans ce qu'ils viennent d'entendre? Combien de grands-parents préparent en ce moment des dîners élaborés pour des enfants qui remercient à peine? Combien de grands-mères s'occupent de petits-enfants tout en étant traités comme des baby-sitters gratuites? Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette oppression dans la poitrine quand ils ont réalisé qu'on ne se souvient d'eux que quand on a besoin d'argent, de faveurs, de solutions? J'ai passé 6 ans de ma vie à croire que l'amour s'achetait avec un compte en banque. 6 ans à avaler le manque de respect parce que j'avais peur de rester seule. Et quand ma propre belle-fille m'a appelée, vieille baby-sitter, à ma table, avec mon fils silencieux comme un lâche, j'ai compris quelque chose: la vraie solitude n'est pas d'être physiquement seul. C'est d'être entouré de gens qui ne vous valorisent pas. Vous savez quel a été le moment qui m'a le plus fait mal? Ce n'était pas de perdre les 2,8 millions. C'était de voir mes petits-enfants utilisés comme chantage émotionnel. C'était de réaliser que même l'amour pour les petits était manipulé contre moi. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de libérateur: quand vous arrêtez de mendier l'affection, quand vous arrêtez d'acheter l'attention, vous trouvez finalement des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Maintenant racontez-moi, parce que j'ai besoin de savoir: vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Avez-vous déjà eu envie de crier: j'existe, j'ai des sentiments, je mérite le respect? Ou peut-être êtes-vous de l'autre côté de cette histoire, peut-être êtes-vous l'enfant qui reconnaît ses propres erreurs ici? N'ayez pas peur de vous ouvrir dans les commentaires. Racontez vos histoires, vos douleurs, vos victoires. Parce que quand nous partageons nos expériences, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. Et parfois c'est exactement ce dont nous avons besoin pour prendre courage et changer notre vie. Peut-être n'êtes-vous pas du tout d'accord avec moi. Peut-être pensez-vous que la famille c'est la famille, peu importe ce qui arrive, qu'il faut toujours pardonner. Je veux aussi entendre cette opinion. Parce que chaque histoire compte, chaque perspective nous apprend quelque chose. Certains d'entre vous vont me demander si je regrette. La réponse est non. Je regrette d'avoir mis 68 ans à apprendre que ma dignité vaut plus que n'importe quel héritage. Je regrette d'avoir mis si longtemps à comprendre que le vrai amour n'a pas de prix. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, si elle vous a fait rire, pleurer, réfléchir, ou même si elle vous a irrité contre moi, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de gens comme nous, qui ont décidé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Parce que vous savez ce que j'ai découvert à 68 ans? Que notre vie peut avoir autant de chapitres que nous voulons écrire. L'important est de décider: allez-vous être le protagoniste de votre propre histoire ou allez-vous continuer à être juste un personnage secondaire dans l'histoire d'autres personnes? Le choix a toujours été nôtre. J'ai juste mis un peu de temps à le comprendre.